Je me nomme Gamato Akpedje Olivia, épouse de Lawson Hetcheli. Je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute, responsable du cabinet de psychologie clinique Mieux-être. Le 10 octobre de chaque année est observée la journée mondiale de la santé mentale. Alors, cette journée, en cette année 2022, tombe sur ce lundi. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la santé mentale? Merci, Madame Aimée. La santé mentale est un état de bien-être personnel qui permet de travailler avec succès et de manière productive. Et un état de bien-être qui permet également de se divertir, d'entretenir de bonnes relations avec les autres, de surmonter les épreuves au quotidien et de mener une vie épanouie. Et il faut souligner également que cet état de bien-être peut être entravé par des affections caractéristiques. Et là, on parlera de troubles mentaux. Parlez-nous un peu des signes à repérer en cas de troubles mentaux. Il y a plusieurs signes. On peut ressentir une tristesse ou bien de l'angoisse, la peur, la dépréciation de soi. On peut avoir ce sentiment de dépréciation de soi. On peut être en présence d'agressivité venant d'une personne qui souffre de maladie mentale, agressivité physique et l'abus de certaines substances psychoactives telles que la drogue, l'alcool, le tabac, la cigarette, le café. Et on peut également avoir les troubles de concentration, les difficultés à raisonner normalement. Il peut y avoir également les troubles de mémoire, les troubles d'attention. Et on peut également ressentir des maux de tête, l'insomnie. On peut avoir les tachycardies, c'est-à-dire les palpitations du cœur. Les palpitations du cœur. On peut ressentir une fatigue intense malgré que la personne ait un long moment de sommeil. La personne va toujours ressentir cette fatigue-là malgré un long moment de repos. On peut également avoir les troubles de la perception visuelle ou auditive. Il peut y avoir la perte de l'appétit, et surtout, il faut savoir que si ces symptômes se poursuivent et s'ils empêchent de poursuivre les activités au quotidien, alors là, il est très important de consulter un psychologue clinicien. Quels sont les facteurs de prédisposition? Il y a une multitude de facteurs. Il y a les lésions de naissance, il y a les dommages cérébraux, il y a également les facteurs génétiques, il y a l'éducation, il y a les expériences vécues pendant l'enfance, à savoir les traumatismes, les maltraitances, les violences, les abus de tout genre. Et il faut noter que la santé mentale évolue au cours de la vie. Elle peut donc se renforcer ou se dégrader en fonction des facteurs extérieurs tels que les relations amicales ou sentimentales. Il y a les événements de vie tels que la perte d'un être cher, les échecs ou les réussites de la vie, le chômage, la perte d'un emploi, le divorce, les séparations. Et il faut également savoir qu'il y a les capacités propres à chacun.
la capacité à gérer le stress ou la capacité à gérer ses émotions telles que la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse. Et tout cela participe au renforcement ou bien à la dégradation de la santé mentale. Alors, est-ce que les maladies mentales veulent dire troubles mentaux? Bien sûr, c'est la même terminologie. Maladie mentale, c'est également troubles mentaux. On emploie soit l'un ou l'autre. Voilà. Alors, définissez-nous ce que c'est que les maladies mentales. Les maladies mentales ou troubles mentaux sont des perturbations de la pensée et des émotions altérant le raisonnement d'une personne et son comportement. Et ces affections empêchent d'avoir une vie normale, de poursuivre ses activités au quotidien. Voilà ce que c'est que les maladies mentales. Si nous vous demandons de nous lister certaines maladies mentales, qu'est-ce que vous allez nous dire? Eh bien, il y a une multitude de maladies mentales. Nous avons la schizophrénie, nous avons les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles du comportement alimentaire, le borderline, les troubles de la personnalité. Il y a le burn-out. Bon, bref, voilà. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces maladies que vous venez de citer, la schizophrénie par exemple, je ne sais pas, elles sont nombreuses. Elles sont vraiment nombreuses. Nous n'allons pas vraiment rentrer dans les détails avec ces maladies-là. Nous allons plus nous focaliser aujourd'hui sur les attitudes à adopter pour avoir une bonne santé mentale. Mais tout de suite, si vous voulez savoir, la schizophrénie, c'est une maladie mentale qui amène l'individu à avoir des hallucinations auditives ou des hallucinations visuelles. C'est-à-dire la personne voit ce que d'autres personnes ne voient pas ou elle entend ce que les autres ne voient pas. Et la personne s'isole également et elle a des comportements bizarres. Et elle peut parler, peut répéter la même phrase à longueur de journée. Voilà ce que c'est que la schizophrénie. Il y a les troubles dépressifs. Avec les troubles dépressifs, la personne ressent une fatigue intense, une tristesse qui peut durer dans le temps. Et la personne s'isole, elle perd l'appétit. Et elle peut avoir des troubles de sommeil, soit l'insomnie, soit l'hypersomnie. Ça dépend aussi de tout un chacun. Chacun peut manifester de façon différente ces symptômes. Et effectivement, les enfants souffrent également de maladies mentales telles que les troubles anxieux, les troubles dépressifs, lorsqu'ils font face à des situations difficiles. Et aussi les enfants qui ont un handicap mental ou bien un handicap physique souffrent également de troubles dépressifs parce qu'ils se sentent habituellement exclus par leur entourage. Et ici, au cabinet de psychologie clinique Mieux-être, nous prévenons et traitons ces enfants-là à travers la thérapie par les jeux. Parce que les enfants n'arrivent pas toujours à mettre des mots sur leurs problèmes.
Alors, nous avons une multitude de jeux, nous avons plusieurs activités amusantes et nous avons également des figurines. Et à travers tout cela, les enfants arrivent à mettre sur scène leur histoire. Ils arrivent à mettre des mots sur leurs souffrances. Ils arrivent à exprimer leurs conflits, leurs préoccupations et désirs. Et nous, en tant que thérapeutes, nous arrivons à déceler le langage non verbal de l'enfant et nous arrivons à les accompagner vers la guérison. Comment est-ce que ces enfants peuvent exprimer ou bien extérioriser, voilà, comment est-ce que ces enfants peuvent extérioriser leur mal? Habituellement, l'enfant va commencer par adopter un comportement qu'il n'avait pas avant. L'enfant peut refuser de s'alimenter. L'enfant peut commencer par s'enfermer dans la chambre ou bien l'enfant qui travaillait à l'école normalement et a fait de bons résultats, cet enfant-là va beaucoup régresser. Et même les professeurs peuvent commencer, ou bien les enseignants peuvent commencer par se poser des questions et le parent même va commencer par se demander ce qui se passe, ce qui ne va pas. Ou bien il y a des enfants qui arrivaient à bien s'exprimer, à bien s'amuser. D'un seul coup, ils deviennent tout calmes, ils refusent de s'exprimer, ils ne veulent plus parler et personne ne comprend rien du tout. Et là, les parents s'inquiètent, les parents font le tour des hôpitaux pour chercher la raison pour laquelle l'enfant adopte tel ou tel comportement qui est négatif. Les attitudes à avoir pour préserver sa santé mentale? Il faut penser de façon optimiste et garder cette attitude-là. Il faut avoir une bonne alimentation, une alimentation saine. Il faut éviter la prise des substances psychoactives telles que la drogue, le tabac, la cigarette, le café. Il faut faire des activités sportives. Il faut noter que l'activité sportive provoque la libération de certaines hormones dans l'organisme et ces hormones-là produisent un effet bienfaisant. Cela réduit les effets du stress dans l'organisme. Cela régule l'humeur et calme également l'esprit. Il faut éviter les émotions négatives telles que l'envie, la haine, le pessimisme, la colère et autres. Il faut s'entourer de personnes positives. Il faut entretenir de bonnes relations avec la famille, ses amis. Il faut saisir toutes les occasions de rire et louer de petites victoires au quotidien. Il faut être fier de soi, il faut être fier de chaque progrès qu'on fait au quotidien. Et il faut également cultiver l'estime de soi. Il faut cultiver l'estime de soi. Et comme on le dit, le rire est thérapeutique, donc il faut rire beaucoup. Il faut rire beaucoup, il faut rire beaucoup, il faut rire beaucoup. Voilà pour cette journée. C'est vrai, le monde entier se focalise sur un thème, une thématique, mais vous, personnellement, vous avez votre propre thème à vous, c'est maintenir une bonne santé mentale, loin de la maladie mentale, c'est possible. Maintenir une bonne santé mentale, loin de la maladie mentale, c'est possible. Que comprendre par ce thème que vous avez choisi, docteur?
Oui, nous avons choisi ce thème parce que habituellement, au cours de la Journée mondiale de la santé mentale, on parle de la maladie mentale, on parle des troubles mentaux et on éduque également par rapport à la déstigmatisation des troubles mentaux. Mais avec nous cette année, nous avons plus voulu nous focaliser sur les attitudes à adopter pour avoir une bonne santé mentale parce que c'est possible, on peut être préservé des troubles mentaux. Alors cela nous importe énormément sensibiliser sur les attitudes à adopter pour préserver sa santé mentale. C'est vraiment important pour nous cette année. Je pense que vous êtes beaucoup plus avec ce thème, vous êtes dans la prévention. Nous sommes dans la prévention, bien sûr, parce qu'il faut prévenir. On dit souvent, vaut mieux prévenir que guérir. Donc nous sommes dans cette optique-là, au cabinet de psychologie clinique cette année. Et voilà pourquoi nous nous intéressons plus à ce terme-là cette année, prévenir les maladies mentales. Je dirais que l'espérance, qui est une émotion, est dirigée vers le futur, en plus de l'optimisme et la capacité à entretenir de bonnes relations, constitue une armure contre les maladies mentales. Et il faut également prendre soin de la santé mentale des enfants. Il faut éviter les maltraitances physiques ou psychologiques telles que les bastonnades, les insultes à l'endroit des enfants, les humiliations, les intimidations de tout genre dans le but de tirer plutôt un profit. Tout cela entraîne des traumatismes qui laissent des séquelles qui vont perdurer plusieurs années et qui vont refaire surface à l'âge adulte et se manifester sous forme de troubles mentaux. Alors c'est vraiment important de faire attention à ces points-là et afin de préserver la santé mentale des enfants parce qu'ils constituent la relève de demain. Je vous remercie, docteur. C'est moi qui vous remercie, madame Aimée. Bonjour, madame. Le 10 octobre est la journée mondiale de la santé mentale. Aujourd'hui, de plus en plus, il est remarqué que c'est difficile pour les patients de se faire une idée des maladies mentales. Alors, vous êtes médecin, ça fait un certain nombre d'années. Sur la base de votre expérience, qu'est-ce que vous constatez souvent quand les gens viennent à vous pour une autre maladie et qu'à la fin, c'est peut-être une maladie mentale qui affecte la personne? Alors, qu'est-ce que vous conseillez en ce temps aux patients ou à ses parents et qu'est-ce que, de manière générale, vous pensez qu'on doit faire pour qu'il puisse y avoir un lien entre les maladies somatiques et les maladies mentales? Merci, madame. Je suis docteur Yila Ayi Ambroise. Je suis médecin interniste, consultant privé. Je vous remercie sincèrement pour cette opportunité que vous m'accordez de me prononcer en cette journée du 10 octobre qui est réservée pour la santé mentale des hommes dans le monde. Alors d'emblée, je dirais que tout homme doit avoir normalement pour bien vivre une santé physique et une santé mentale. Et le plus souvent, tous ceux qui viennent nous voir en consultation dans nos cabinets privés ou publics se sentent atteints dans leur santé mentale ou physique, ou bien les deux. Et nous avons remarqué qu'il y a à peu près entre 20 et 25%, si nous n'exagérons pas, que les 20 à 25% de nos patients présentent des plaintes polymorphes.
C'est-à-dire que des plaintes multiples qui ne concernent pas visiblement un organe déterminé dans leur corps. Je donne un exemple pour me faire bien comprendre. Par exemple, des maux de tête. Le médecin peut savoir d'emblée que c'est la tête qui fait mal, soit il peut penser au cerveau, soit il peut penser à l'œil. Mais dans des cas de figure, vous allez voir des patients qui présentent des plaintes qui concernent tout le corps. Tantôt, c'est des douleurs qui circulent dans le corps, des fourmillements dans la tête, dans les pieds, des douleurs du creux épigastrique, du ventre par exemple, qui irradient de différentes parties du corps. Donc, c'est des plaintes qui sont polymorphes, qui sont variées. Et si vous avez un tout petit peu de temps à le consacrer pour fouiller un peu, aller en profondeur dans l'interrogatoire, vous pouvez d'emblée, si vous êtes un médecin avisé, vous pouvez d'emblée constater qu'il a un fond psychologique chez le patient qui vient vous voir. Mais comme nous ne sommes pas bien préparés pour cette prise en charge, nous essayons de voir chez ce patient ce qui a une base anatomique ou bien je dirais une base objective et commencer par demander des analyses, de la radiographie, de l'imagerie en général. Et puis après, c'est des traitements médicamenteux avec quelques conseils. Et puis après, rendez-vous sur rendez-vous. Bref, de ces patients finissent par se décourager parce qu'ils n'obtiennent pas une amélioration notable de ce pourquoi ils sont venus vous voir pour une première, une deuxième, une troisième fois. Voilà. Même si déjà dès la première consultation ou bien la deuxième, nous sentons que c'est un patient qui a besoin d'une prise en charge psychologique, je l'ai dit tantôt un peu plus haut que nous ne sommes pas préparés à lâcher très facilement. Parce que, nous-mêmes, nous ne connaissons pas très bien comment ces cellules de prise en charge psychologique sont organisées dans le public. Et de très loin, dans le privé, nous en connaissons très très peu. Ces cabinets privés, ou bien semi-privés, qui peuvent correctement prendre en charge des patients souffrant de troubles psychologiques. Nous n'en connaissons pas. Et puis, de deux, les patients même ont de la peine à accepter ces genres de consultations. Compte tenu de la pesanteur de nos traditions ici, bon, ils se sentent après peut-être stigmatisés parce que on pense que c'est une maladie mentale, c'est un début de folie, de troubles vraiment trop profonds. Donc, les patients eux-mêmes n'arrivent pas à accepter très facilement ces genres de références. Ce qui fait que, bon, je ne sais pas si il faut nous imputer le tort ou bien si c'est les deux parties qui peuvent recevoir ce tort-là, de ne pas laisser les patients, de ne pas les référer pour cette prise en charge. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, en cette journée de la santé mentale, je crois qu'il est temps que les deux côtés prennent conscience de ce vide, de cette lacune qui existe entre nous praticiens de la médecine moderne en général et bon, ceux qui aussi ont reçu une formation adéquate pour apprendre à assumer la prise en charge psychologique de ces patients. Alors, ce que moi j'aurais à préconiser, surtout pour nos collabos en fonction, bon, ou bien en prestation psychologique, c'est de se faire connaître. Il faut qu'eux-mêmes fassent un effort pour sortir de l'ombre, en veillant ou bien en organisant des débats de thèmes de santé publique sur les télés privées, sur les radios privées de Lomé ou bien sur le territoire et essayer de mettre un pont entre eux et nous. Si nous n'avons pas la main
facile de les référer, c'est parce que bon, les malades acceptent difficilement. Et de deux, bon, nous ne savons pas, nous ne les connaissons pas assez. Il est temps qu'eux aussi fassent un effort pour se faire connaître dans les cabinets privés, dans les cliniques privées. Pourquoi pas? Je dis sur les médias, télé privée, radio, etc., etc. Mais ce que nous devons aussi savoir est que les maladies mentales existent et que la population doit aujourd'hui accepter ce fait-là. Absolument. Vous savez, les 80% de nos patients ne sont pas très conscients de l'existence des spécialistes qui peuvent très tôt prendre ces genres de maladies, vous savez, en charge. Parce que quand vous prenez par exemple un cabinet de psychologue, ou bien vous prenez un cabinet de psychiatre, c'est rare que le patient vienne de lui-même comme cela. Pour eux, il faut aller voir le médecin généraliste, ou bien le gastro, le cardio, bon, n'importe quel médecin, en privé ou bien en public, parce qu'on a mal au ventre, on a mal à la tête, on ne dort pas. Quand bien même ces malaises perdurent depuis des années, pour eux, il faut toujours aller. Non pas chez la personne qui est indiquée, mais chez nous, praticiens d'abord. Vous voyez, c'est là. Bon, comme nous-mêmes qui sommes praticiens, nous n'ignorons bien, nous ne connaissons pas bien ces structures installées en privé ou bien en public dans notre pays. Comment voulez-vous qu'un patient, un simple patient comme ça, qui n'est pas du domaine médical, comment voulez-vous qu'il sache là où il peut aller voir un cabinet privé parce qu'il a des troubles psychologiques, il a des maux de tête, il a des douleurs erratives, et bon, pour se faire consulter. Il est obligé de passer par la médecine conventionnelle avant de se rendre compte que, bon, mon mal, ce n'est pas un traitement médicamenteux qui va en venir à bout. C'est à nous de les canaliser et de les conscientiser que, bon, ok, donc, mais il existe aussi des gens qui ne prescrivent pas des médicaments, qui cherchent à comprendre nos problèmes, ce que nous avons au fond de nous-mêmes, caché que, bon, dont on ne prend pas conscience. Il existe des gens comme ça, c'est nous qui devons leur montrer la route. C'est pour cela que j'insiste que, bon, nos collaborateurs, je vais parler des psychologues, des médecins psychiatres, des médecins psychologues, de faire un effort pour se faire sortir un tout petit peu dans l'ombre et, bon, que le public les connaisse, qu'ils viennent à nous. Ce que je peux vous dire sur le cabinet Mieux-être, qui est destiné à la prise en charge psychologique des patients atteints dans leur santé mentale, c'est que moi-même j'ai été référé par un confrère. Parce que ce n'est pas moi-même qui suis malade, mais c'est un très proche parent qui est malade et que je devais accompagner en consultation. En fin de compte, j'ai compris que cette personne a besoin d'une prise en charge psychologique. Et un confrère m'a donné les coordonnées du cabinet Mieux-être. Je suis venu à 3 reprises déjà. J'ai un rendez-vous, encore un 4e rendez-vous dans 2 semaines maximum. Dès la première consultation, j'ai commencé par avoir gain de cause, une nette amélioration du comportement de celui que j'ai amené. Et à la 2e consultation, tout était déjà clair. Tout ce qui me paraissait flou, bien flou à cette personne-là, a commencé par trouver une solution. Alors, bon, je vous parle en tant que quelqu'un qui vit et qui va vivre encore les prestations de ce cabinet. Donc, il n'y a pas de souci.